Bonjour, bienvenue dans cette séquence 3 du module mathématiques pour le signal, donc qui correspond au TD3, qui correspond également aux différents exercices qu'on va faire après avoir écouté ou pas participé au cours correspondant. Donc on va parler aujourd'hui d'orthogonalité dans un espace de Hilbert. Surtout, on va introduire le théorème de projection, très important et qu'on utilise tous les jours, mais on ne se rend pas toujours compte. Donc quand on veut projeter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend un objet original, on va donc le projeter, et qui est dans un espace imaginez, de très très grande dimension, donc on va le projeter dans un espace de beaucoup plus petite dimension, hein. Et quand on va faire la projection, comme on voit ici par exemple, hein, donc sur cette façade du théâtre des Célestins, ben, on va donc perdre de l'information. Okay. Et donc, c'est comme si on voulait approximer quelque chose de très très riche, très très original, mais riche, qui prend beaucoup de place, par exemple, si on voulait le stocker, bah, dans un espace beaucoup plus réduit. Donc, on va approximer, la projection va permettre d'approximer l'information dans un espace plus réduit. Donc, ça veut dire avec perte d'information, c'est ce qui se passe lorsque vous utilisez une méthode de compression. Si vous utilisez, donc, vous écoutez du MP3, vous avez de la compression, donc vous avez une approximation. Donc quelqu'un vous a fait une projection orthogonale du signal original, parce que vous n'écoutez pas le signal original, vous écoutez quelque chose qui est approximé. La même chose pour une image avec JPEG, ou la même chose avec MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4 pour tout ce qui est vidéo. Donc on vous présente des objets qui ne sont pas des originaux, mais des objets projetés dans des espaces réduits. Voilà. Donc une fois que le cadre est donné, on va maintenant parler de ce théorème de projection. Et donc je vais enlever la vidéo pour faire plus de place. Voilà. Donc on va d'abord donner quelques définitions. Une première définition que vous avez bien sûr en tête, c'est que si P et Q sont orthogonaux, le produit scalaire est nul. Il n'y a aucune ressemblance entre P et Q. Parce que on a dit que le produit scalaire mesurait des ressemblances, une mesure de similarité entre deux objets P et Q, bah, ça veut dire que s'il y a orthogonalité, il n'y a pas de ressemblance. On peut aussi parler d'indépendance. Donc P et Q sont indépendants. On peut aussi parler de la décorrélation. On peut dire que P et Q ne sont pas du tout corrélés, hein. C'est-à-dire que P porte une information A et Q porte une information B. Et A et B sont deux informations qui sont indépendantes. Donc retenez bien cette notion d'indépendance ou d'information décorrélée, hein. Chacun porte une information différente. Voilà. On aura l'occasion d'en parler lorsqu'on va parler des bases orthonormées. On va donc également utiliser une notion un peu plus tard. Donc on va donner la définition ici. Donc on va prendre un espace de Hilbert H. On se prend un sous-espace dedans S. Et par rapport à ce sous-espace, on introduit un autre sous-espace qu'on appelle S orthogonal, qu'on voit ici. Qu'est-ce que c'est? Bah, si P appartient à S, Q appartient à H, bien sûr, de l'espace, tel que P et Q sont orthogonaux. Voilà, donc c'est comme si vous aviez divisé H en deux sous-espaces, un sous-espace S, un sous-espace S orthogonal, et vous prenez n'importe quel élément de S avec n'importe quel élément de S orthogonal, bah, ils sont S orthogonal, bah, les deux éléments P et Q que vous avez pris un de chaque sous-espace sont orthogonaux. La relation de Pythagore également va être utile. Vous avez observé déjà en TD1 cette notation. Ce que veut dire cette notation, c'est que vous prenez la norme de la somme. On peut donc est égal à la somme des normes. Donc c'est comme si on avait injecté la norme dans la somme, et lorsque x et y sont orthogonaux. Si on généralise dans une famille de fonctions phi de n où chaque couple de fonctions sont orthogonaux, 2 à 2, à ce moment-là, on peut faire la même opération ici. Vous voyez que la norme qui est ici en dehors de la somme discrète est injectée à l'intérieur. Vous voyez que j'ai pu introduire la norme à l'intérieur de la somme discrète, et de plus, on a pu sortir de la norme du vecteur le scalaire C2K qui permet de combiner linéairement ces fonctions qui sont des fonctions 2 à 2 orthogonales. Donc si maintenant on va arriver
point important donc, de cette séquence vidéo, donc le théorème de projection. Alors, on se place dans cet espace de Hilbert H, et on se prend deux sous-espaces S et orthogonales, donc ça on l'a vu. En plus, il se trouve que ici S et S orthogonales sont complémentaires dans H, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la somme de deux sous-espaces donne l'espace complet, ok? Voilà. Donc autrement dit, la dimension de S plus la dimension de S orthogonale est égale à la dimension de H. On se prend un vecteur x quelconque ici. Je vais mettre le pointeur laser. Donc voilà x ici. Voilà, ok. Ce que dit d'abord, donc ce qu'on va faire, alors on va projeter orthogonalement x sur S. Et on va obtenir un vecteur, donc un vecteur, un objet qu'on va appeler P. Ce que dit d'abord le théorème, c'est que si, évidemment, quand on fait une projection P, bah, comme on voit ici, vous voyez que x est orthogonalement projeté dans cette... Imaginez ici dans cet exemple que je vous ai mis, vous êtes dans R3, vous avez projeté dans un plan X orthogonalement, vous avez obtenu P. Okay. Donc vous avez bien sûr une représentation approximée de X avec une perte d'information. Cette perte d'information, c'est finalement ce petit q ici, P plus Q. D'accord, P, l'approximation ou la projection sur S. Et ce que dit le théorème, c'est qu'évidemment, le couple P et Q, P appartenant à S et Q appartenant à S orthogonal, bah, c'est un couple unique. Il n'y en a pas un deuxième. Okay. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que si dans l'esprit de représenter au mieux l'information X, une fois que l'information est projetée dans un sous-espace S, bah, on peut avoir une infinité de projections. Je peux obtenir, vous voyez, le X ici, je peux le prendre et le projeter sur cet élément ici, ce point de S. Donc vous voyez que ce n'est pas une projection orthogonale. Et là, vous voyez que des points comme ça, il y a une infinité, il y a même deux infinités de points, puisque c'est un plan. Voilà. Alors, comment on projette? Est-ce qu'il vaut mieux projeter avec un angle? Est-ce qu'il vaut mieux projeter orthogonalement avec 90 degrés? Ce que dit le terme de projection, c'est que si vous projetez orthogonalement, vous allez obtenir une distance entre P et X, qui est donc la norme quadratique, la norme de Q, ici, par exemple la norme L2, si on a la norme quadratique, si on a pris la norme L2. Et on montre que donc le terme de Legendre dit que cette erreur que vous faites quand vous faites la projection, donc vous voyez, ça c'est l'énergie de l'erreur, ou la norme de l'erreur, bah, c'est la plus petite que vous allez faire par rapport à toutes les autres projections possibles et imaginables que vous pouvez faire de x sur s. D'accord? Donc, si vous voulez avoir une bonne approximation, une meilleure représentation possible de x sur s, bah, projetez-le orthogonalement sur ce plan-là et pas autrement. Voilà. Donc PS de x, c'est l'opérateur orthogonal de projection. Alors qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je projette x sur s orthogonalement. Voilà. D'accord? Et ça nous donne le petit vecteur P ici. D'accord? Et avec une perte d'information, évidemment, l'énergie de x, l'information portée par x bah, n'est plus, hein, on l'a perdue. C'est une autre information et probablement plus petite, donc moins d'informations que le signal original. Donc P est une approximation, ok. Q, c'est l'erreur d'approximation. On peut calculer la norme de l'erreur. On a vu que c'était la plus petite possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'opérateur PS de x minimise l'énergie de l'erreur d'approximation, minimise l'erreur que vous faites lorsque vous voulez représenter x autrement que dans sa représentation originale. Okay. Donc on va maintenant, vous voyez l'idée. Alors donc, vous voyez maintenant, si vous aviez deux vecteurs de base dans le plan, hein, donc imaginez le plan avec donc représenté avec une base. Bon, je vais d'abord plutôt parler de base orthonormée. Je reviendrai sur ce que je voulais dire là, tout à l'heure. Alors la base, donc les bases orthonormées. Alors donc, vous voyez qu'on va donc on va parler d'une base orthonormée et faire le lien avec le théorème de projection. Donc on va se prendre un système orthonormal avec deux éléments
orthogonaux 2, donc tous les éléments 2 et 2 orthogonaux. Un élément est normé, chaque élément est normé, donc c'est un système orthonormé. En plus, si pour tout x appartenant à H, on est capable, en combinant linéairement, donc je vais vite là-dessus parce que vous connaissez ce que c'est qu'une base orthonormée, si on est capable donc de générer n'importe quel vecteur de x de H, par une combinaison linéaire de fonctions de base, à ce moment-là, c'est une famille génératrice. On avait ici que c'était une famille libre, on appelle ça une famille libre. Ça, c'est une famille génératrice, ça veut dire que c'est une base orthonormée de H qu'on a là sous la main. Alors ici, la question la plus concrète et probablement la plus critique, c'est comment on va calculer ces coefficients qui, en combinant linéairement les fonctions de base, nous donneront x, et c'est tout l'enjeu de la représentation d'un objet dans une base orthonormée. Alors, on peut donc montrer, et c'est aussi un exercice que nous ferons en TD, si on n'a pas le temps, vous le ferez chez vous, c'est qu'on va pouvoir montrer que finalement, pour calculer un coefficient C de n associé à une fonction de base, il suffit de projeter, de faire le produit scalaire ou le produit hermitien si les fonctions de base étaient complexes, comme par exemple pour la base de Fourier, hein, parce que les fonctions de base sont des exponentielles complexes. On va faire un produit scalaire entre x et phi de n. Alors, qu'est-ce qu'un produit scalaire? On n'a pas encore vu jusqu'à maintenant. C'est bien sûr l'opérateur de projection orthogonale par excellence. Donc, on projette x orthogonalement sur la fonction de base et on obtient le coefficient qui va avec cette fonction de base. Voilà. Donc, on calcule la similarité entre x et la fonction de base. On obtient le coefficient associé. D'accord ? Petite démonstration de l'égalité de Parseval que vous pouvez regarder par la suite. Et on va terminer cette partie théorème de projection en parlant donc, de deux formules que je vous demande de retenir. Donc, la formule d'analyse ou de décomposition. Comment analyser ou décomposer x? Il suffit de projeter x sur chacune des fonctions de base. Vous allez obtenir donc, s'il y a grand N fonctions de base, vous allez obtenir grand N coefficients scalaires, qui sont soit des complexes, soit des réels, en fonction de la définition des fonctions de base que vous avez. Donc, vous allez être capable d'analyser ou d'éclater x en le projetant orthogonalement sur phi 0, sur phi 1, sur phi 2, jusqu'à phi de n, et vous aurez chaque fois le coefficient qui va bien avec. Et donc, on peut aussi reconstruire ensuite, donc la formule inverse, la formule complémentaire, c'est la formule de synthèse ou de reconstruction. On est capable, à partir d'une combinaison linéaire, de reconstruire x, c'est bien une formule de synthèse ou de reconstruction. Alors, pourquoi, si on revient maintenant, si on fait le lien entre le théorème de projection et la base orthonormée, pourquoi utilise-t-on aujourd'hui que des bases orthonormées pour représenter, décomposer, analyser des objets compliqués? C'est parce que lorsqu'on projette x sur une fonction de base, l'information qu'on va obtenir, qui est représentée ici par ce coefficient-là, c'est l'information qui sera uniquement présente que sur cette fonction de base. Parce que la fonction de base ici, elle est indépendante de toutes les autres fonctions de base, les n-1 fonctions de base, et cette fonction de base portera une information que les n-1 autres fonctions de base ne porteront pas. Donc, quand vous voyez que chacun amène son information indépendante dans l'analyse du signal X. Et c'est comme si vous aviez approximé X par une fonction de base, on sait qu'il faut le projeter orthogonalement pour que l'approximation soit la meilleure. Donc, si vous voulez, chaque fonction de base approxime au mieux, si elle était toute seule, le signal X, et la combinaison linéaire de tout ça, bien sûr, donne X. Voilà. Donc, il n'y a aucune corrélation, aucune redondance entre les coefficients calculés. Chaque coefficient apporte sa sauce à la construction, à l'analyse ici, ou à la construction de X ici. Quelques exemples de base. Donc là, je vous ai donné 3 exemples de base de Fourier et faire le lien avec ce qu'on avait avec le théorème de projection. Je vais vous parler
pas de celui-là, mais par exemple de celui-ci. On va prendre des signaux discrets, d'accord? Ici, x de n. On va calculer la transformée de Fourier. Grand X de f, avec des bases qui sont ici. Vous voyez que voici les fonctions de base qu'on a appelées tout à l'heure phi de n. La formule d'analyse consiste donc à calculer un produit scalaire entre le signal discret et la fonction de base qui est ici une fonction complexe. Donc là, on va obtenir un coefficient qui va être un coefficient complexe. Et la formule de synthèse, on va pouvoir, à partir, en combinant linéairement toutes ces fonctions de base, obtenir x de n de manière parfaite. Donc il y a l'irréversibilité et la relation de Parseval qui est bien sûr ici présente. Un autre exemple ici où là tout est discret, à la fois le signal et le spectre également, que je vous laisse regarder. Voilà. Donc on a fini ici cette partie, cette séquence vidéo. C'est très important, effectivement, de bien comprendre le théorème de projection orthogonale ici, parce que c'est vraiment à la base de, comme je disais tout au début de la séquence, c'est à la base de toutes les méthodes de compression que vous connaissez, que vous utilisez. Tout ce qui est norme multimédia est basé sur la représentation de signaux qui sont tellement complexes, tellement difficiles à stocker ou tellement riches en nombre de points. Par exemple, quand vous êtes sur une télévision haute définition, 4K ou autre, vous avez tellement de pixels à transmettre que on ne fera pas ça, on ne va pas transmettre des pixels, on va probablement transmettre, donc on va donc changer de dimension, on va donc réduire l'espace de représentation avec on va donc faire une projection orthogonale dans un sous-espace beaucoup plus réduit, tout en minimisant l'erreur d'approximation, d'où des projections orthogonales. Et donc, c'est cette information-là qu'on va transmettre ou stocker pour que ça prenne moins de place, tout en gardant la qualité visuelle, si c'est une image ou une vidéo, la qualité sonore, si c'est un signal sonore, un signal audio, un signal donc, de musique que vous écoutez quotidiennement sur MP3, qui a bien sûr plusieurs qualités. Vous pouvez avoir du MP3 de très grande qualité ou du MP3 de qualité médiocre en fonction des plateformes sur lesquelles vous écoutez tout ça. Voilà. Donc, je termine ici la séquence 3 et on continuera donc avec la séquence 4 sur l'aspect approximation de fonctions. On ira un peu plus loin sur cette théorie. Voilà.